Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, les femmes en politique, un long chemin avant d'atteindre la parité. Au Soudan du Sud, la mission onusienne participe à la lutte visant à lever les barrières. FAO Focus à suivre dans ce journal. La reconstruction de Jagersfontein 8 mois après le drame, l'effondrement d'un barrage minier dans le centre de l'Afrique du Sud en septembre 2022. Son effondrement avait également affecté certaines zones résidentielles. Escrime et justice réparatrice, un programme de réinsertion des mineurs incarcérés au Sénégal, une méthode originale qui a fait ses preuves, vous le verrez. Mais tout d'abord et avant de développer ces titres, la politique au Ghana avec la désignation ce dimanche de l'ancien président John Dramani Mahama, candidat du Congrès national démocratique à l'élection présidentielle de 2024. Il a été désigné au terme des primaires du principal parti d'opposition avec 98,9% des voix. Je suis honorée par le vote de confiance écrasant que le parti m'a accordé, a réagi John Dramani Mahama, qui a gouverné le Ghana de 2012 à 2017. Son successeur est l'actuel président sortant Nana Akufo-Addo, contre qui John Dramani Mahama a perdu en 2016 et en 2020. Malgré une percée dans certains pays africains, le nombre de femmes présentes dans les sphères politiques reste inégal sur le continent, malgré le fait que 6 pays du continent figurent parmi les États qui comportent le plus de femmes au sein de leur parlement. La participation des femmes au processus politique reste encore très faible dans de nombreux pays. C'est le cas au Soudan du Sud. C'est un sujet de Gladys Mwamba. Majoritairement visibles dans l'espace public mais effacées en politique, les femmes sud-soudanaises bataillent pour se faire une place. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, a donc récemment organisé un forum à Djouba. Le but, proposer des solutions viables pour que les femmes sud-soudanaises contribuent pleinement à la transition démocratique du pays, alors que l'accord de paix de 2018 prévoit que 35% des postes ministériels soient occupés par des femmes. Les Sud-Soudanaises continuent d'être sous-représentées dans la vie publique. Le paysage sociopolitique du pays est resté dominé par les hommes et le rôle des femmes dans le processus de paix et pendant la période de transition a été insignifiant. Quelques femmes ont été nommées à des postes de direction. C'est vrai, nous avons des vice-présidents. Nous avons un ministre de la Défense, ou plutôt nous avions un ministre de la Défense. Nous avons un président de l'Assemblée nationale et nous avons un certain nombre de femmes parlementaires. Mais malgré ces progrès, nous sommes informés de manière fiable que les femmes ne représentent que 26% des portefeuilles ministériels, 10% des postes de gouverneurs, 24% des ministres d'État et 2,5% du total des portefeuilles des commissaires de comté. L'accord de paix revitalisé de 2018 peinant à être appliqué, le gouvernement d'union nationale annonçait en août 2022 la prolongation de la transition politique pour une durée de 2 ans, une période dont la MINUS compte tirer profit en organisant des ateliers pour conscientiser les femmes sur le rôle clé qu'elles jouent dans le processus de paix. En 2024, je pense que les élections vont avoir lieu. C'est comme une préparation pour nous en tant que femmes de différents partis politiques afin d'être prêtes pour les prochaines élections. Comment s'adresser aux gens au niveau local, en particulier les femmes, pour leur donner des connaissances sur la façon de participer au processus politique. Rappelons qu'après des années d'une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés entre 2013 et 2020, le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, devenu vice-président, ont accepté en 2020 de gouverner le pays ensemble. Le gouvernement d'union nationale est désormais particulièrement attendu sur la création de conditions propices à la pleine participation de la société civile et en particulier des femmes et des jeunes lors des prochaines élections qui doivent se tenir d'ici décembre 2024.
Le pouvoir malien rejette les conclusions du rapport de l'ONU sur les événements survenus à Moura. Le gouvernement de transition dénonce un rapport biaisé reposant sur un récit fictif au sujet donc de ce rapport dans lequel les Nations Unies accusent l'armée malienne et des combattants étrangers d'avoir exécuté en mars 2022 au moins 500 personnes lors d'une opération antiterroriste menée dans le centre du pays. Ce rapport accablant, rendu public ce vendredi, aurait été élaboré à partir d'une enquête de la division des droits de l'homme de la mission des casques bleus déployée depuis 2013 au Mali. Les agissements de l'armée malienne pourraient constituer des crimes de guerre et selon les circonstances des crimes contre l'humanité, considère le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ONU continue de s'alarmer de la montée des violences. Depuis décembre 2022, plus de 700 civils ont été tués dans la région par des milices, des rebelles qui, malgré la présence des forces militaires pro-gouvernementales, poursuivent leurs incursions. Parmi les forces qui tentent de leur faire face, il y a les FARDC, les forces armées régulières, et la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC qui viennent justement de lancer une toute nouvelle opération destinée à contrer l'avancée des rebelles. Kamesh Katapouli. À l'heure où la crise sécuritaire persiste dans l'est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, poursuit ses opérations pour tenter de ramener la paix. Lors d'une conférence de presse donnée ce 10 mai, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, est venu faire un point sur les actions conjointes menées par les casques bleus et les FARDC, notamment à Beni, un territoire situé au Nord Kivu, province placée sous état de siège depuis mai 2021. Nous avons de nouvelles informations concernant la mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Les casques bleus de l'ONU mènent des opérations conjointes avec les forces armées congolaises contre les forces démocratiques alliées qui commettent des attaques au nord-ouest de Beni depuis le 27 avril. Dans le cadre de cette riposte contre les ADF dénommée Opération Teteza, des soldats de la paix effectuent également des patrouilles. Créée en 1999, la MONUC, devenue aujourd'hui MONUSCO, est un sujet qui attise depuis quelques mois la colère des citoyens. En juillet 2022, des manifestations anti-MONUSCO avaient été organisées, notamment dans les villes de Goma et Butembo. La mission des Nations Unies est jugée par une partie de la population congolaise comme inefficace dans la lutte contre les groupes armés qui sèment la terreur dans l'Est. Et alors que l'insécurité perdure, la situation humanitaire se détériore. Au Nord Kivu en particulier, les affrontements entre le M23 et les FARDC ont forcé 900 000 personnes à se déplacer. Les besoins humanitaires, déjà immenses en République démocratique du Congo, continuent d'augmenter. Cette crise humanitaire reste l'une des plus négligées au monde. Les populations déplacées, auprès desquelles je me suis rendue, vivent dans des conditions extrêmement précaires. En décembre 2022, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de proroger le mandat de la MONUSCO d'une année, soit jusqu'au 20 décembre 2023. Un mandat qui doit être réajusté selon le gouvernement congolais. Une requête formulée lors de la visite en mars dernier d'une délégation de l'organe onusien. Plus de 30 millions de dollars additionnels, un fonds qui vient compléter celui destiné au financement du plan de construction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ce nouveau financement est le résultat d'un accord trouvé par le gouvernement camerounais avec la Banque islamique de développement. Les précisions de Séverin Douqueux. Le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions affectées par la crise dite anglophone au Cameroun va bénéficier d'un financement de 32,250 millions d'euros, soit environ 21 milliards de francs CFA, issus de la coopération entre le Cameroun et le Royaume d'Arabie Saoudite. La signature de l'accord de financement de ce projet présidentiel s'est fait le 10 mai 2023 à Jeddah, en Arabie Saoudite, en marge de la 48e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement du 10 au 13 mai 2023. L'enveloppe va servir à renforcer les efforts du gouvernement camerounais
dans la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures essentielles, mais aussi au renforcement de la cohésion sociale et la revitalisation de l'économie locale de ces deux régions. Mais 21 milliards de francs CFA, c'est relativement faible, mais c'est quand même une bouffée d'oxygène. Ça permet à l'État du Cameroun de se remettre sur les rails avec ces deux régions à travers le plan de reconstruction qui demande assez de financement. Et il faut mobiliser ces financements. Et c'est ce que le Cameroun est en train de faire. C'est quand même l'une des plus-values parce que ça va quand même créer une bouffée d'oxygène du point de vue budgétaire et relancer les activités liées à la reconstruction qui tardent à être mises en place. Représentant plus de 16% de la population camerounaise, les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun connaissent depuis 2016 des tensions qui ont débouché sur des violences ayant pour conséquence les pertes de nombreuses vies humaines, civiles et militaires et la destruction d'infrastructures essentielles. L'un des chantiers les plus visibles de cette reconstruction est celui de la construction de l'axe routier Babadjou-Bamenda, long de 39 km et dont le niveau d'avancement des travaux au 5 mai 2023 est estimé à 35,5% selon les autorités locales. Un investissement comme celui-ci va relancer le PIB au niveau national, peut-être le ramener à 15% du PIB national. Il va créer des activités socio-économiques qui vont permettre à cette région de se développer à nouveau. Classé région économiquement sinistrée en septembre 2019, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun représentaient avant le début de la crise en 2016 16,3% du PIB de ce pays d'Afrique centrale. La reconstruction de ces régions devrait permettre le retour de plus de 800 000 déplacés et la redynamisation d'une économie camerounaise fortement éprouvée par une succession de crises mondiales, dont le conflit russo-ukrainien, la pandémie de Covid-19 et le réchauffement climatique. On en vient maintenant à la situation en Afrique du Sud, à Jagersfontein, à près de 100 km au sud-ouest de Bloemfontein, la capitale de la province de l'État libre, où en est la situation 8 mois après l'effondrement meurtrier du barrage minier qui a tout emporté sur son passage. Sur place, l'heure est à la reconstruction, état des lieux dans ce sujet de Corinne Kamsuewone. La reconstruction est en cours dans la commune de Jagersfontein, petite ville dans la province de l'État libre au centre de l'Afrique du Sud, après la catastrophe du 11 septembre 2022 qui a causé des pertes humaines et matérielles importantes. Une visite d'inspection effectuée par le vice-président sud-africain Paul Mashatile en date du 9 mai 2023 a mis en lumière l'évolution des travaux, notamment pour l'approvisionnement efficace et équitable en eau et la réinstallation des membres de la communauté qui ont été touchés par la catastrophe. Les acteurs miniers se sont engagés à reconstruire les logements dont ceci est un échantillon. Nous les avons rencontrés et ils se sont engagés à aider car la catastrophe a été causée par leur installation. Nous souhaitons au final que les populations retrouvent leurs repères et nous avons pour cela des ministres adjoints qui vont travailler avec des communautés. Autres quelques morts, près d'une centaine de personnes avaient été blessées. Les agriculteurs locaux ont perdu du bétail et plus de 100 maisons ont été endommagées et détruites par les eaux de crue déchaînées à la suite de l'effondrement du barrage utilisé pour stocker les déchets de la mine de diamants de Jagersfontein. Les dégâts occasionnés ont considérablement altéré les conditions de vie des populations environnantes. Aujourd'hui, le gouvernement sud-africain, aidé de ses partenaires, travaille sur des solutions durables d'amélioration des conditions de vie. Le Premier ministre a déjà identifié d'autres projets comme celui sur l'énergie solaire qui pourra fournir 6 000 emplois. Il y a également l'industrie du fromage et bien d'autres initiatives sur lesquelles nous travaillons. Et c'est pour cette réunion que nous avons tenu une réunion avec des hommes d'affaires qui se sont également engagés à venir investir dans cette zone. La mine de diamants de Jagersfontein, considérée comme l'une des plus anciennes au monde, a produit environ 9,6 millions de carats, soit 1900 kg de diamants de qualité bijoux. Suite à cette catastrophe, Jagersfontein Development, qui est en charge de la mine, est poursuivi pour réparation, non seulement auprès des familles, mais aussi pour les dégâts environnementaux causés et ceux susceptibles de se produire.
Selon le cabinet sport, qui représente près de 30 familles touchées, ce sont plus de 6 000 mètres cubes de résidus estimés qui se sont répandus sur une vaste zone et ont atteint le barrage de Calafontaine et la rivière Riette avec un impact considérable sur la biodiversité de ces eaux. Sport émet également des réserves sur la reconstruction des logements détruits sur les mêmes sites, alors que ceux-ci pourraient être encore extrêmement nocifs. Au Sénégal, une association en partenariat avec l'administration pénitentiaire sénégalaise propose depuis plusieurs années des innovations éducatives axées sur les alternatives à la privation de liberté afin de préparer la sortie de prison et rompre avec le cycle de récidive. Cette association a mis au point une méthode baptisée Escrime et justice réparatrice. Paul-Marcel Mayagui. Au Sénégal, les autorités misent sur le sport pour enseigner aux jeunes détenus et autres jeunes citoyens le respect et la détermination. C'est le cas notamment avec le programme d'escrime et de justice restaurative de l'association pour le sourire d'un enfant. Dans le cadre de ce programme, les participants reçoivent ici au centre pénitentiaire de Thiès des leçons d'escrime visant à leur inculquer un sentiment d'identité, de responsabilité, de respect et d'autodiscipline. Les cours d'escrime sont souvent mixtes, offrant une occasion rare pour les détenus hommes et femmes de socialiser. Pour la méthode escrime et justice réparatrice, nous avons retenu le fleuret. Vous savez que l'escrime, c'est 3 armes, l'épée, le sabre et le fleuret. Et l'on dit, dans le milieu de l'escrime, que le fleuret, c'est l'arme du dialogue. Cela veut dire que ce n'est pas le premier qui touche qui va avoir le point. Il va falloir construire sa face d'arme. Et donc, les mineurs disent combien cela est important dans ce dialogue entre eux, entre les garçons. Ce n'est pas la force physique qui compte, c'est à la fois l'adresse et l'intelligence, et c'est ce qui permet aussi aux filles et aux garçons de combattre ensemble. Et vous pouvez imaginer la satisfaction des filles lorsqu'elles parviennent à battre les garçons, ce qui n'est pas rare. Depuis 2012, plus de 1200 jeunes âgés de 5 à 17 ans ont suivi des cours d'escrime dans le cadre de ce programme organisé par l'Association pour le sourire d'un enfant, les autorités pénitentiaires et le ministère de la Justice sénégalais. Parmi eux se trouvent plus de 500 jeunes détenus qui n'ont pas récidivé depuis leur mise en liberté. Et c'est là l'un des objectifs principaux de la méthode, rompre avec le cycle de récidive. Donc pour le déployer à l'échelle nationale, nous formons actuellement les éducateurs spécialisés du ministère de la Justice ainsi que les personnels pénitentiaires, afin qu'eux-mêmes puissent le déployer dans les autres prisons du Sénégal et dans les établissements d'accueil du ministère de la Justice de manière pérenne. Au Sénégal, l'escrime séduit de plus en plus de jeunes et près de 200 tireurs sont enregistrés chaque saison sportive à la Fédération sénégalaise d'escrime. Un mot sur les championnats d'Afrique de breaking 2023 avec les victoires chez les dames et chez les messieurs ce samedi à Rabat au Maroc. Del Mamouni et Bidi, les 2 Marocains décrochent ainsi leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils sont les tout premiers athlètes à se qualifier pour les débuts olympiques de cette discipline, la breakdance, qui fait partie des 4 nouveaux sports intégrés au prochain JO. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.